Le Japon, voilà un pays que j'ai pas encore abordé des masses dans les Fureurs. Faut dire que c'est vaste comme domaine, le Japon avec sa culture dense et complexe, sa conception de l'honneur, ses parcs remplis de sakura, ses traditions que l'on a du mal à comprendre, ses films posés, calmes avec des plans fixes de 10 minutes sur des mecs qui bouffent. Merci Kurosawa. Non mais sans déconner, remater du Kurosawa c'est génial. Et bien sûr ces fameux lycées où tout le monde se marave la gueule. Attends quoi ? Je t'emmerde, Merteuil, et tu vas me le payer. Et pour le premier film japonais des Fureurs, je suis pas allé vous chercher n'importe qui. Ouh là non, j'ai l'honneur de vous présenter Takashi Miike, un mec assez spécial. Faut bien prendre en compte que Miike c'est un réal comme on en fait plus. Étant au générique en tant que réal de plus de 50 films réalisés au cours d'une carrière de ouf, émaillée de scandales et de polémiques, un peu le genre de réal sous kétamine et coke combiné qui reste greffé à sa caméra comme une moule à son poteau. En même temps, faut voir la gueule de ces films. Oh, vous voulez un exemple ? Ishi the Killer, un de ses films les plus connus, le premier plan, c'est une flaque de sperme. Voilà. Se plonger dans sa filmographie, c'est l'assurance de tomber dans l'esprit dément du plus punk des réals japonais de l'histoire. Que celui qui panne quelque chose à la fin de son Dead or Alive me contredise. Et là on va parler des films Crow Zero qu'il a réalisés. Donc, c'est-à-dire les deux premiers, je ne compte pas le troisième. Laissez-moi vous pitcher le truc. Nous sommes dans le magnifique lycée de Suzerain, dans lequel il existe une règle très simple. Si tu maraves la gueule à tout le monde, tu deviens le roi du lycée. Mais c'est juste un titre en fait, ça n'apporte visiblement que dalle. Voilà, globalement c'est des orques les mecs. Tant que les boys, ils ont quelque chose à taper, ils sont contents. On est là pour suivre Genji, un nouvel arrivant au lycée, fils de Yakuza qui doit devenir roi pour obtenir de son Yakuza de père le contrôle de son clan. L'on suit également Serizawa, un élève déjà là et qui lui contrôle presque la moitié de l'école. Alors, va-t-il réussir à devenir roi, va-t-il pas ? Et je sais ce que vous vous dites, c'est pas loin d'être un des pitchs les plus cons et absurdes que vous ayez entendu de votre vie. Forcément, avec ça comme scénar, vous vous dites que le film peut être que stupide et peut-être, en oméga hasard, absurdement drôle. Mais guère plus, eh bah non. Takashi Miike est un vrai auteur et les films sont pétés d'une symbolique et d'un message très très cool en faisant une véritable saga d'auteur. Ouais, je sais, ça surprend dans un film comme ça. Alors, le film commence déjà en nous présentant l'univers dans lequel il évolue. Un univers calme, détendu et surtout zen. Ah, j'adore ce genre d'ouverture. Ça te cache pas ce qu'est le film. Le mec te dit clairement que ça va être n'importe quoi du début à la fin, et ça l'est. C'est un déluge de violence absurde et de pétage de dents mythiques. Donc voici nos deux rivaux qui vont tout faire pour gagner le contrôle du lycée. Et vraiment c'est un bon lycée. Et juste essayez d'imaginer la gueule des réunions parents-prof. Ah bonjour messieurs les parents d'être venus pour ces portes ouvertes. Alors, n'est-il pas beau notre établissement ? Ok, c'est couvert de tags et ça ressemble à un gros squat, mais nous ici on laisse vraiment les élèves s'exprimer artistiquement en fait. Petit à petit, Genji va autour de lui rassembler un petit clan composé d'un pervers sexuel ultra creep et de divers autres camarades. Mais la route va être difficile et toutes les classes ont leurs champions, mais Genji sait user de l'art subtil et délicat, de la diplomatie. このクラスで一番強いのはドイツだ。俺だ。 Ou pas, lol. Mais après, ça, c'est un PNJ. Les vrais combattants, il y en a plein. Les trois mecs là, lui, et surtout lui, qui ne paye pas de mine, mais qui reste un des persos les plus importants, si ce n'est le plus important symboliquement de toute la saga. Le film se découpe vraiment en trois arcs distincts, qui sont tous vraiment bien faits et intéressants. Et si les arcs de Genji et de Serizawa se rejoignent, le troisième, lui, est complètement détaché, tout du moins dans le premier film. Dans le deuxième film, il est un peu plus rattaché, mais c'est quand même un arc qui reste très écarté de nos personnages, à part une fois à la fin du premier film où ça se rejoint un petit peu. Car laissons de côté nos braves lycéens pour nous intéresser à un monde étrangement beaucoup plus calme dans ce film, les Yakuza. Ah si, je vous jure, c'est calme les Yakuza comparé aux petits jeunes.
Dans cet arc, on va suivre la vie d'un ancien élève de l'école qui n'a pas quitté la vie de voyou et est devenu un homme à tout faire pour le clan et est clairement un minable qui n'arrive à rien. Il va se lier d'amitié avec Genji bien que celui-ci soit le fils du parrain d'un clan rival, ce qu'il ignore au début, projetant juste sur Genji ses rêves inassouvis de son époque lycéenne. Et sans déconner, ce personnage est ultra intéressant. C'est quelqu'un qui a complètement foiré sa vie et qui pourtant apportera dans le deuxième opus une leçon de morale absolument magnifique. Dans le premier opus, c'est plus une incarnation du rêve qu'il n'a jamais accompli. Et il accomplit en effet un sacrifice à la fin, mais c'est assez spécial et je veux pas vous spoiler. Dans le premier film, nous le suivrons principalement dans ses échecs en tant qu'Yakuza et sa relation avec Genji. Et dites-vous bien que les Yakuza seront les seules figures d'autorité du film, hein. Les profs, on les oublie, d'ailleurs les parents aussi. Bah tiens, tenez, voici les seuls profs que vous verrez de toute la saga. Ils ont l'air bien spé eux aussi. Comment ça tu flippes qu'il y a des Yakuza? Mec, t'es mal la gueule de ta cérémonie de rentrée. Tout le monde est déjà en train de se foutre sur la gueule. En fait, on peut résumer le programme du lycée par ça. Pour ce qui est de la mise en scène et des combats du film, le film en lui-même est assez virtuose. Les combats sont extrêmement impressionnants. Bon, par contre, aucun des acteurs n'est un combattant pur, ce sont avant tout des acteurs et des putains d'acteurs, mais je pourrais pas vous faire ce montage que pourtant j'adore faire, des combattants, parce que bah c'est pas des combattants. Les combats sont par contre une des grandes forces du film. Très nombreux et fournis, ils se distinguent selon moi par 3 choses. Premièrement, le son. Juste écoutez-moi le son de ces impacts. Ouh, ça c'est de la patate de forain. Deuxièmement, le montage. Et par le montage, je veux dire le jeu qui est fait au niveau de l'image, faisant trembler le cadre à chaque coup, soulignant l'impact, comme si le coup était tellement puissant qu'il faisait trembler la pellicule elle-même. Et troisièmement, la solidité des protagonistes. C'est pas compliqué, ces mecs sont en adamantium brut. C'est de la folie, j'ai rarement vu des personnages aussi solides. Par contre, effectivement, le lycée a l'air d'avoir un super programme sportif, hein. Regardez, on a même une piscine ici, et un club de bowling également. Ok, c'est du bowling un peu chelou, mais c'est du bowling quand même, hein. Mais le film avance et arrive à sa fin, et là, je vais vous spoiler. Bon, sans déconner, vu la gueule du film, c'est pas une énorme surprise. Pour ce qui est de l'arc des Yakuza, j'y reviendrai par contre plus tard. Là, intéressons-nous à Genji. Oui, j'accède assez vite à la fin du film parce que le courant du film se compose principalement de bastons qui sont, cela dit, très cool, et de Genji qui va rassembler des forces autour de lui. Il y a certes une certaine évolution du personnage de Genji, mais elle est relativement minime. Il est donc l'heure de la bataille finale. Et nos deux personnages sont prêts à en découdre. Mais c'est là que le film est vraiment intéressant, car malgré la non-subtilité totale du scénario, il n'y a pas vraiment de gentil et de méchant en fait. Autant Genji est le perso principal, mais le fait qu'il ne parle peu et qu'il reste la plupart du temps renfrogné tel un putain d'émo, font qu'au final le personnage de Serizawa devient lui aussi le héros du film, et un vrai héros. Lui aussi a un arc qui est très intéressant, et surtout qui le pose comme un personnage qui a de vraies raisons de se battre, et de vraies valeurs également. Enfin, tout autant qu'on puisse dire que ses raisons et ses valeurs sont valables dans ce putain de lycée taré. Lui et ses potes se battent donc physiquement, alors que leur ami Tokyo, lui, se bat contre une tumeur au cerveau. Et dans leur logique relativement chelou, se battre du mieux qu'ils le peuvent leur sert à, je sais pas, faire en sorte que leur ami il arrive à combattre son cancer tout seul, j'en sais rien, c'est ultra chelou et je comprends que dalle. Et en effet, bien que Tokyo soit plus traité comme un perso secondaire, il n'en reste pas moins un perso qui marque. Déjà parce qu'il arrive à gérer cette bande de tarés et ses putains de pariens, mais aussi est un perso qui se révèle extrêmement brave face à la maladie.
Et tout ce beau monde se fout sur la gueule de la manière la plus épique qui soit. Sans déconner, c'est une putain de vraie bataille, il y a même le coup des renforts qui viennent sauver la mise. Par contre, juste une petite question. Que fout la police? Non, parce que là, c'est un peu gros quand même. Et puis, c'est pas comme s'ils foutaient rien, quoi. Quand il y a un lycéen qui sèche, on envoie ça. Mais quand il y a une énorme baston entre 200 élèves, alors là, que dalle. Et ça se fout sur la gueule encore et encore. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que nos deux adversaires debout. Et ils continuent à se péter les dents. Au final, Genji est vainqueur après un combat de titan, dans ce qui finit par ressembler à un énorme combat d'ivrogne. Mais Tokyo a survécu à son opération et a lui aussi vaincu, donc tout le monde est content en fait et Genji est roi du bahut. Putain, je t'avais oublié toi. Donc en fait non, voici le dernier obstacle que doit franchir Genji, Rindaman. Et là, on va pouvoir commencer à parler un peu de symbolisme. Car Rindaman est loin d'être un perso insignifiant. Dès le début du film, il est établi comme un personnage quasi mythique. Tout ce qui gravite autour de lui est nimbé de mystère et surtout, pas une seule fois le personnage ne s'est impliqué dans les diverses batailles qui émaillent la vie de ce lycée de fous furieux. Et quand on en vient à sa mise en scène, on comprend en fait tout le truc. Présenté comme un roc impassible tel un Bouddha sur sa montagne, pour moi, et il ne s'agit que de mon interprétation personnelle bien sûr, Rindaman n'est rien de moins que Dieu, ou tout du moins une figure divine, parce que oui, les japonais, la religion, c'est globalement le bordel, et c'est pas franchement du monothéisme, mais bon, par facilité, on va dire que c'est Dieu. Et en tant que figure divine, donc, il est purement inamovible et indestructible, et c'est pourquoi notre héros se brise dessus. Mais c'est là également sur cette toute dernière scène que la thématique de la saga entière nous est donnée. Toute cette saga est en fait une histoire de volonté. La volonté de ne pas perdre son domaine et sa réputation, la volonté de se battre contre la maladie, la volonté de faire ses preuves, la volonté de se repentir et de vouloir protéger ceux auxquels on tient, même si pour lui ça se verra plus dans le second film. Rindaman, lui, n'a pas de volonté. Il est juste là. Telle une montagne qui ne bougera jamais et qui a toujours été et sera toujours là. Et le film, tel un dernier point levé à la face du monde, se termine sur l'unique volonté de notre héros qui se lance dans un combat contre Dieu lui-même, car sa volonté ne saurait fléchir et le portera jusqu'au bout du monde. Putain, ce perso, c'est Kamina qui parle pas. Et on va en arriver au second film, mais avant, je vais vous parler d'un point qui mérite vraiment que l'on s'y intéresse, et c'est bien sûr la musique. Alors, la musique de Crow Zero est de 1 super cool et te prouve que les japonais peuvent faire du métal et pas que cette J-pop que personnellement je trouve relativement pourrave. Et de 2, que merci les sous-titres de ma version qui m'ont permis de voir que les chansons ont un sens. Composées pour le film, les paroles illustrent l'avancée de nos héros et servent à appuyer une scène. Bon, ok, ça fait un peu chelou quand ça arrive et surtout le monteur est pas foutu de faire un gain constant quand ça coupe. Et c'est pas moi qui rajoute là, les coupes elles sont vraiment aussi brusques. Mais bon, en même temps, on est chez Takashi Miike, le mec est un putain de punk de l'extrême, donc forcément c'est pas foncièrement surprenant. Mais quand même, souvenez-vous du coup des textes qui illustrent l'action du film, parce que ça va revenir, et je vais l'aborder en fin de vidéo. Donc, Crow Zero 2 reprend 2 ans plus tard, alors que Genji est en terminale, et est en fait la suite parfaite de la scène de fin du premier opus, car on reprend Genji dans son combat contre Rindaman, qu'il a visiblement jamais battu en 2 ans. Alors j'annonce grosse patate de forain dans 3, 2, 1... Mais le scénario ne viendra pas de Genji. On apprend en effet qu'avant que Genji ne fasse ses premiers pas au lycée le plus ouf du monde, une guerre faisait rage avec Onsen, un autre lycée de tarés, qui visiblement est rempli lui aussi d'élèves dont la préoccupation première est de se foutre sur la gueule. Pendant la guerre, le précédent chef de Suzuran a tué le chef de Onsen d'un coup de couteau dans le bide. En même temps, c'est pas pour pardonner, mais le mec avait l'air relativement con. Mais tape pas sur ta blessure, abruti! Du coup, pour éviter de se faire lyncher par Onsen, il vient se réfugier chez ses anciens potes. Sauf que nos deux héros que sont Genji et Serizawa refusent de lâcher leur ancien camarade. On n'abandonne pas un camarade comme ça. Même si c'est chelou parce qu'en fait Genji quand il pense, il devrait pas le connaître. Mais bon, ces mecs lanceraient une attaque nucléaire juste pour le plaisir de faire chier le monde, donc passons. Du coup, ça pète la trêve et c'est désormais la guerre entre les deux écoles. C'est quand même génial le Japon, des putains de lycées peuvent se faire guerre et les flics s'en battent les couilles quoi. Il y a des batailles de monstres entre deux écoles, tout le monde s'en fout. Je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier chef et agent de la paix avant tout. Cette fois-ci, fini de déconner, Genji doit unifier l'école une bonne fois pour toutes, mais il se heurte à tous les honneurs personnels et peine à mener l'attaque. Et de ce fait, le film, il va se calmer sur les combats pendant un moment.
Enfin, oui et non, parce qu'il y a bien quelques attaques de onsen durant ces épisodes qui sont, ma foi, bien bourrines comme il faut. Mais on reviendra sur Genji plus tard, puisqu'on va s'attaquer au bon gros morceau du plus calme et plus posé des Yakuza. Oui, dans ce film, encore une fois, les moments calmes et posés sont ceux avec les Yakuza. Putain, c'est vraiment le bordel les lycées publics. J'avais omis de vous parler plus en profondeur de ce personnage dans le 1. En gros, ce Yakuza raté, et au demeurant sympathique, a refusé de tuer Genji, s'étant profondément attaché au garçon. Pour cela, il sera puni et exécuté par son boss. Mais en fait non, et on lui a offert une nouvelle chance. Le voici donc repenti, humble batelier, ayant trouvé une façon honnête de gagner sa vie et étant parfaitement satisfait de cette nouvelle vie. Mais il est également l'ami du jeune homme incriminé du meurtre du chef de Onsen, et quand celui-ci sort de correctionnel, ne pouvant guère reprendre ses études après une inculpation de meurtre. D'ailleurs, au passage, c'est pas pour faire mon gros chieur, mais franchement, seulement 2 ans de correctionnel pour un meurtre avec préméditation, c'est un peu léger les mecs. Putain, on dirait les juges français avec Balkany. Bref, il a pas vraiment le choix et il préfère s'engager vers les Yakuza qui, étonnamment, le refusent tout d'abord. Son ami lui expliquant bien qu'il est en train de faire une terrible erreur, lui rappelant toutes les souffrances que cette vie lui a apportées. Mais ne voyant pas d'autre valeur à sa vie que celle de servir de chair à canon pour la mafia, il rejoint tout de même le monde du crime et se voit donner comme mission d'assassiner le boss du clan rival, à savoir le père de Genji. Oui, tout se regroupe, je vous l'avais bien dit. De son côté, Genji, il est dans la grosse déprime que sa copine, entre guillemets, tente de lui faire passer. Bon, en fait, je sais même pas si c'est sa copine, parce que les deux ont la relation la plus froide et platonique du monde. Meuf, je sais pas pourquoi tu t'entêtes à aller vers ce mec qui visiblement n'en a rien à battre de toi, d'une manière assez évidente en plus. Enfin, l'amour a ses raisons que la raison n'a pas. De toute façon, ce perso n'a aucune utilité, et globalement, tu peux la virer, ça change rien à la saga. Ah si, elle se fait enlever à un moment, mais sinon, vraiment, elle sert à que dalle. Ah par contre, concernant le passage romance du film, je vous présente le perso le plus creep et franchement dégueulasse du monde. Je vous raconte même pas le malaise de certaines scènes avec lui, mais heureusement ses potes sont là pour l'empêcher de faire une grosse connerie. Genji, lui donc, est en train de picoler et déprime, mais heureusement son père est là pour l'aider. Je suis pas sûr monsieur là. Bref, après cette grande leçon, je suppose, de savoir frapper avec amour, chelou quand même, comme leçon de morale, le bon Genji va partir tout seul, défier un lycée entier de tarés rasés. Mais il a besoin de monde pour la bataille finale. Or, bien qu'il tente un discours... This is Mama. Somewhere in this block are 2 judges. I want him dead. Il arrive moyen à convaincre en fait toute cette joyeuse bande de cinglés. Et il y va donc tout seul avec s'habiter son courage. Stop! Parce que là normalement, vous comprenez que dalle. Pourquoi? Nom de Dieu de pourquoi cette espèce de taré fait tout ça? Juste pourquoi tant de violence et de n'importe quoi? Et pour savoir tout ça, il faut revenir au pendant calme du film, à savoir nos amis les Yakuza. Notre ancien élève meurtrier, donc comme je vous l'ai dit, tente de rejoindre les gangs des Yakuza. Bien que ceux-ci refusent, ils vont tout de même lui donner une chance. On lui demande ainsi, comme je vous l'ai dit, de tuer le boss du clan rival qui se révèle être le père de Genji. Mais alors que la dite cible est seule dans une minuscule ruelle, la bite en l'air puisqu'il est en train de pisser, il arrive quand même à le rater. Son père étant à l'hôpital dans un état critique, pour Genji, la situation n'est pour autant pas réglée, car bien que pour Genji, cela lui donne une raison supplémentaire de se battre, tel un dernier hommage rendu à son père, au cas où celui-ci ne se remettrait jamais de sa blessure, mais en fait c'est surtout intéressant pour le jeune homme qui, lui, doit retourner à l'hôpital pour finir le taf. Et c'est là, alors qu'il est sur le point de définitivement foutre sa vie en l'air en tuant le chef du clan local, qu'il se passe ça. Et là nous est donné la grande leçon de morale du film. Et attendez, des discours pertinents et poignants sur la manière de se relever après les coups de la vie, les combats, les persos aussi solides que des briques, des chansons qui expriment et illustrent dans leur texte l'avancement ou l'état d'esprit des personnages. Putain, cette saga c'est Rocky? Ah si, je suis totalement sérieux. Cette saga c'est totalement Rocky. Alors certes, un Rocky complètement pété de la tête. Et disons-le, très décomplexé. Mais il n'en reste pas moins que Miike est un auteur et à ce titre il a essayé avec grand talent selon mon avis de transmettre un message via cet arc des Yakuza, mais aussi par sa mise en scène.
Ce mec aime beaucoup, mais genre vraiment beaucoup, iconiser à mort ses persos. Bon, soyons honnêtes. Ça marche plutôt pas mal. Ce ne sont plus des personnages, ce sont des figures quasi divines qui s'apprêtent à se lancer dans une bataille épique. Et putain, quelle bataille! Occupant tout le troisième arc, la grande bataille de Onsen est juste complètement dingue. À la fois très imaginative dans ses combats, mais surtout faisant énormément jeux vidéo, avec chaque étage renfermant un mid-boss pour arriver enfin au boss final. Mais bon, je vais pas vous dire comment tout ça se passe, bien que vous devez avoir votre petite idée. Mais il est temps de conclure cette vidéo, donc je vais aborder la fin qui est juste purement géniale. Alors déjà on te montre que tout le monde a eu son diplôme. Attends, what? Comment ça ils ont eu leur diplôme? Comment c'est possible? On n'a pas vu un seul prof de toute la saga. Leur lycée ressemble à un énorme squat, voire une énorme poubelle. Les élèves passent leur journée à zoner, à picoler, à se battre. Et pourtant ils ont quand même eu leur diplôme? La vache, je pensais que c'était plus raide le système scolaire japonais. Enfin passons, Genji se retrouve de nouveau contre Rindaman. Rindaman qui donc symbolise Dieu. Le seul que Genji n'a jamais vaincu. C'est alors qu'au sommet de sa gloire et de sa puissance, alors qu'il a vaincu tous ses adversaires, qu'il parvient à faire mettre un genou à terre à Dieu. Pas à le vaincre ou le mettre vraiment en difficulté, juste lui faire mettre un genou à terre. Rien que par cette action, il a déjà gagné son combat. Le reste de l'affrontement n'a aucune importance. Et à vrai dire, le film pourrait s'arrêter là. Et en fait, il s'arrête quelques secondes plus tard. Mais pas avant en effet que le film ne bloque nos deux personnages reprenant leur combat. Bloquant alors Genji et l'image que nous avons de lui dans un combat éternel contre Dieu lui-même. Putain, ces films sont trop cool. Alors oui, j'aborde pas le troisième parce qu'il est pas de Mickey, mais globalement ça change rien. La saga Crow Zero est une tuerie absolue. De loin, un des films les plus abusés que j'ai vu de ma vie. Ah aussi, simple précision, mais la VF elle est complètement pourrave, hein, matez-le en VO. Crow Zero ne paye pas de mine en réalité, un pitch relativement voire complètement con, et on pourrait parfaitement le voir comme un simple film de divertissement à petit budget. Mais non, le film regorge de symboliques et de messages vraiment bien foutus pour le coup. Soulignons aussi le cast qui se démerde plus que bien. Shonoguri se démerde bien en Genji, malgré le fait que son perso soit un putain d'émo. Je retiens bien plus pour le coup la perf excellente de Takayuki Yamada en Serizawa. D'ailleurs, il a dû plaire à Mickey en fait ce mec parce qu'on le retrouvera dans d'autres films du réal, notamment 13 Assassins, un film excellent dont je vous parlerai un jour. Bref, si vous avez toujours idéalisé la vie lycéenne japonaise, si vous avez envie de voir des putains de têtes de briques se foutre sur la gueule, dans une sauvagerie complètement jouissive, si vous avez envie de voir la montée en puissance de personnages complètement allumés, ou si vous avez juste envie de mater un film cool et totalement décomplexé, eh bah je pense que vous savez quoi faire. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut.